à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir. Bonsoir le public, vous êtes extraordinaires, merci d'être là, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette magnifique émission Backseat. Chers amis, bonsoir, bienvenue à vous qui nous regardez en direct sur Twitch, bienvenue à vous qui nous regardez en replay sur YouTube, bienvenue à vous si vous nous écoutez en podcast. Ce soir, comme tous les jeudis soirs, on va parler de politique, mais avant ça, on va commencer tranquillement avec un Before, le Before de Backseat, qui cette semaine est sponsorisé et soutenu par l'ensemble des associations de la campagne pour un droit à respirer. On va en parler. Merci de soutenir cette émission et on est avec deux très belles personnes sur ce plateau pour ce Before. On est avec Emma Feilleux. Salut Emma. Hello. Emma, tu es engagée auprès d'une ONG qui s'appelle Notre Affaire à tous. Tu es membre de cette coordination nationale, mais tu es aussi présidente du groupe local lyonnais. On va parler de Lyon tout à l'heure. À côté de toi, on est avec Tony Renucci. Salut Tony. Salut. Tony, toi tu es directeur général d'une association qui s'appelle Respire. Et tu as notamment piloté les études de cette association sur la qualité de l'air aux abords des écoles en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous les deux d'être avec nous pour le Before de Backseat. On va parler de votre campagne que vous avez lancée qui s'appelle Pour un droit à respirer. Mais avant ça, est-ce qu'on peut parler de vos assos? C'est quoi Notre Affaire à tous, Emma? Alors, en 2 mots, on fait plein de trucs, mais les gens souvent connaissent pour l'affaire du siècle. En fait, on est une asso qui utilise l'outil juridique, donc le droit, pour faire avancer des thématiques de justice climatique, voilà. Donc, on a fait l'affaire du siècle avec d'autres assos où on a fait condamner l'État pour son inaction climatique. C'était une grosse victoire dans le mouvement climat. Mais on a aussi plein d'autres actions qui sont plus ou moins médiatisées, mais toutes très cool. Notamment des recours, par exemple, contre Total ou BNP Paribas, voilà. Okay. Et d'autres actions plus locales, comme à Lyon, dont on va discuter aujourd'hui. Donc, votre spécialité, c'est l'action juridique pour le droit à l'environnement. Clairement, c'est une association environnementale. Ok, très bien. Tony, toi, c'est quoi cette association Respire? J'ai l'impression que c'est un peu dans le titre. Alors, Respire, c'est une association qui existe depuis 2011, qui lutte contre la pollution de l'air, mais surtout sensibilise sur ce sujet. Alors parfois, on utilise aussi l'outil juridique, mais on fait aussi beaucoup d'études ou parfois aussi de campagnes plus sur le terrain, notamment les rues aux écoles, la pollution aux abords des écoles, la pollution de l'air. On s'est dit que l'État était un peu trop tranquille en ce moment. Et donc, on s'est dit qu'on allait rappeler son inaction en matière de pollution de l'air en demandant, et donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui, l'annulation du nouveau plan local lyonnais sur la qualité de l'air. Et surtout, on va voir que ce n'est pas du tout une exception. Alors, on va en parler. Tu parles de qualité de l'air. Tony, comment est-ce qu'on évalue la qualité de l'air? Moi, je ne me rends pas compte. En fait, l'air est considéré comme sain à partir du moment où les polluants mesurés dans l'air ne dépassent pas certains seuils. Donc, on a des seuils au niveau européen à ne pas dépasser, mais bon, que la France dépasse. C'est pour ça que la France est d'ailleurs condamnée à chaque fois. Et puis, on a des seuils qui sont recommandés par l'OMS, qui sont des seuils recommandés par des scientifiques qui sont très bas. Et malheureusement, on les dépasse aussi. Et ces seuils-là, ce sont ceux que nous, on regarde, notamment au niveau sanitaire. Est-ce que Lyon, tu as dit que c'était la plus polluée? Une des plus polluées. C'est une des plus polluées. Y a quoi d'autre comme endroit? Est-ce que c'est, excuse-moi encore une fois, très naïvement, c'est les agglomérations, c'est les grandes villes, en fait, là où c'est le plus pollué. Ça vient d'où, cette pollution? C'est la bagnole ou pas que ça? Il y a plusieurs. En fait, ça dépend des polluants. Quand on parle, par exemple, du dioxyde d'azote, qui est un gaz très irritant au niveau respiratoire, effectivement, c'est la voiture, et notamment les voitures diesel. Quand on parle des particules fines, dont on parle beaucoup, la première source d'émission, en fait, elle est résidentielle. C'est notamment le chauffage au bois, l'activité industrielle, et aussi la voiture, mais ce n'est pas la première source d'émission. Donc, en fait, toute l'activité humaine, tous nos déplacements, finalement, sont des sources aussi de pollution de l'air. D'accord. C'est quoi le palmarès des villes les plus polluées en France? En tout cas, Lyon, Paris, Marseille... On a un bon top 3. Oui. Bon, ok, d'accord. Il y en a qui sont d'une ville polluée, là, dans le chat. N'hésitez pas à nous le dire, ou de nous le dire en commentaire aussi, sur YouTube. Ok, d'accord. Donc ça, c'est malheureusement le top 3 des villes les plus polluées. Quand on parle de ces pollutions de l'air, j'imagine que ça a des conséquences sur la santé. Comment on le mesure, ça? C'est quoi les conséquences que ça a, un air pollué? Alors, déjà, bon, c'est pas très joyeux ce que je vais dire, mais la pollution de l'air, ça tue. Voilà. En France, on sait que c'est 40 à 100 000 morts par an. Ce sont des chiffres qui sont avérés, Santé publique France, une étude aussi d'Harvard. Et puis surtout, c'est des maladies, en fait. C'est des maladies notamment au niveau respiratoire, comme l'asthme. C'est des maladies aussi cardiovasculaires. C'est des cancers. Et également sur des parties du corps où je pense que la majorité des gens ne sont pas au courant, comme aussi des maladies au niveau du cerveau, aussi au niveau de l'infertilité, sur le développement aussi des enfants, des nourrissons. Et donc...
c'est une vraie urgence sanitaire. Et ça, il faut encore qu'on l'explique pour que les gens le comprennent. Et ça, on le voit dans les stats. Je suppose qu'en France, on a des stats de maladies, de consultations de médecins, etc. Et on constate qu'effectivement, la pollution de l'air, c'est un facteur grave pour la santé, Emma. Ouais, surtout ces spectres, en fait, voilà, tout le spectre de pathologies que Tony a mentionné, et il y en a plein d'autres. Enfin, les études, elles se multiplient, hein, enfin, c'est hyper régulier quand on s'intéresse au sujet. Par exemple, là, à Lyon, il y avait une étude qui montrait le lien avec le cancer du sein. Enfin, c'est hyper récurrent, quoi. Et donc, nous, on veut mettre en avant cet aspect sanitaire, mais aussi l'impact social. Parce que ça, certes, en fait, on a l'idée que la pollution de l'air, on respire tous le même air, et donc on est tous concernés de la même façon. Spontanément, c'est ce que je dirais, ouais. Alors, c'est pas le cas. Voilà, en tout cas, non, c'est pas vraiment le cas, parce qu'on n'est pas exposé de la même façon, et qu'en fait, la pollution de l'air, c'est un vrai problème de justice sociale, parce que les plus précaires, les personnes les plus vulnérables, sont bien plus impactées par la pollution de l'air et plus à risque. C'est lié au lieu d'habitation, c'est lié au lieu de travail, au transport, c'est lié à quoi, ça? Tony. Oui, il y a ça, mais par exemple, alors, nous, on a fait des cartes des écoles polluées. Donc on voit que dans les grandes villes, on a des forts niveaux de pollution, quels que soient d'ailleurs les polluants. On voit qu'on dépasse à chaque fois les recommandations de l'OMS. D'ailleurs, c'est souvent dans la totalité des villes, que ce soit à Lyon ou à Paris. Mais ce qu'on voit également, quand on prend à plus grande échelle, par exemple en Ile-de-France, c'est que plus on s'éloigne de Paris... Alors on a la carte, d'ailleurs, on peut la montrer, mais vas-y, continue. Plus on s'éloigne de Paris, et plus les niveaux de dépassement des seuils sont moins importants. Donc on a même parfois des zones où on est quasiment à un air, alors, je ne vais pas dire sain, mais en tout cas plus acceptable que dans le centre de Paris. Mais en fait, ces zones-là ne sont pas forcément les plus favorisées. Et c'est aussi parfois des zones où on peut avoir un usage de la voiture assez important. On a des exemples même très concrets d'écoles qui sont construites parfois dans des zones très polluées ou avec des infrastructures autoroutières à côté. C'est un délire complet. Et en fait, il faut vraiment se représenter que les personnes qui habitent à côté du périph', les personnes qui habitent à côté des grosses zones industrielles, effectivement, c'est malheureusement souvent les personnes qui ont moins de moyens. Et tu as aussi en fait tout l'impact de, par exemple, l'accès aux soins qui est plus compliqué pour certaines personnes. Et donc, tu as un cumul de plein de trucs qui font que ces personnes sont plus exposées. Et par exemple, un chiffre qui est assez parlant et qui, moi, me choque quand même à chaque fois, voilà, c'est que, par exemple, à Paris, les personnes les moins riches ont 3 fois plus de chances de mourir d'un pic de pollution que les personnes les plus favorisées. 3 fois plus de chances. C'est énorme. En fait, c'est super concret, quoi. Donc, voilà, la pollution de l'air, on ne le voit pas. Et donc, on a l'impression que c'est un peu inévitable, alors que voilà, il y a des effets réellement sur tout le monde. Je le disais, vous avez fait une cartographie spécifique qui s'affiche. Ça, ce que vous voyez, ce sont les écoles. C'est l'Auvergne-Rhône-Alpes là qu'on voit. Alors, en haut, c'est l'Île-de-France et en bas, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Ok, donc il y a un zoom un peu plus important là sur Lyon, sûrement par rapport à notre sujet. Un point, c'est une école, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. En fait, là, on en a plusieurs parce que le zoom n'est pas le plus précis, mais en gros, ça correspond à ça. Ou en tout cas, c'est un ensemble d'écoles. Et en fait, nous, on a fait une cotation. Donc, vous voyez, en rouge, c'est mauvais. Enfin, c'est même très mauvais pour le coup. Et on n'a quasiment pas de vert. De toute façon, je pense qu'on n'en a pas sur cette échelle-là. Et encore moins quand on zoome au niveau de l'agglomération, là, tel qu'on le voit à Lyon. Je vois qu'on demande où est-ce qu'on trouve la carte. C'est une carte qui a été réalisée du coup par Respire. Et donc, vous pouvez la retrouver sur le site internet de l'association Exactement, Respire. Oui. Exactement. Allez voir du coup là où vous habitez, là où vous avez peut-être des enfants à l'école, où vous êtes allé à l'école vous-même. C'est important pour vous de faire une cartographie spécifique sur le milieu scolaire. Là aussi, on a des trucs sur les enfants particulièrement. Oui, parce que en fait, les enfants sont plus vulnérables que les adultes face à la pollution de l'air. Ils sont plus petits, leurs organismes sont encore en cours de formation, donc ils sont beaucoup plus affectés par les risques. Et c'est un vrai problème sanitaire. Il y a quand même 3 enfants sur 4 en France qui respirent un air pollué. Et l'avantage de ces cartes, nous vraiment, ça a été, on l'a vu avec cette campagne, c'est que ça a permis de rendre visible une pollution qu'on dit invisible. Et ça a très bien marché, et notamment auprès des parents qui, je pense, se sentent beaucoup plus concernés quand c'est leurs enfants. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais je comprends, bien sûr. On parle de cette campagne alors que vous avez lancé pour un droit à respirer. Tu l'as dit, Emma, tout à l'heure, c'est une campagne qui se base d'abord sur des recours au tribunal administratif, en l'occurrence, donc qui est le juge qui peut prendre des mesures contre les pouvoirs publics, au sens large. Et en l'occurrence, c'est des recours spécifiques contre les plans de protection de l'atmosphère, PPA. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Promis, on va essayer de rendre le truc dynamique, mais en gros, oui, en fait, la pollution de l'air, elle n'est pas inévitable. C'est pas censé être une fatalité, quoi. Notamment, donc c'est encadré par la législation. Donc, on a parlé un peu des seuils qui sont fixés par la loi à ne pas dépasser sur certains polluants. Et l'État a un outil
à sa disposition. Donc, c'est ces plans de protection de l'atmosphère. C'est des plans, pour le faire rapidement, c'est un plan qui est pris par les services de préfecture, donc qui sont les représentants de l'État au local, pour 5 ans et qui fixe pour chaque secteur polluant, donc en gros l'industrie, le bâtiment, le transport, etc., des mesures qui sont censées du coup faire réduire les émissions de ces secteurs-là sur les 5 ans. Ok. Et en fait, le constat, et donc c'est pour ça qu'on Ce que voulait j'allais en dire, parler pourquoi vous les ensemble. attaquez du coup si c'est pour Le réduire problème, je peux le dire en 4 mots, c'est que ces plans sont nuls, ils sont insuffisants. Donc ça, c'est pour le dire vite, mais c'est flagrant quand on les regarde un peu, à quel point ils sont pas à la hauteur des enjeux. Et en fait, ce qui est dommage et ce qui pourrait justement passer un peu sous les radars, c'est que voilà, c'est un plan administratif local qui est très technique, tout ça. Ouais. Et pareil, nos recours, c'est un recours administratif. Bon, c'est pas hyper vendeur, quoi. Alors qu'en fait, c'est l'outil normalement que l'État est censé utiliser, quoi. Et alors, bon, il s'en ça sert prévoit pas, quoi quoi. Par exemple, on parle du PPA, donc de l'agglomération lyonnaise. Il y a quoi dedans? Il prévoit quoi la préfecture? Qu'est-ce que c'est quoi les mesures? Comment est-ce qu'ils protègent l'atmosphère avec leur plan? Eh ben pas. Non, il y a donc par secteur d'émissions, il y a des mesures qui sont prévues. Donc, pour vous donner un exemple, sur le secteur industrie, Ouais. il y a 54 sites industriels qui sont censés être analysés pour leurs émissions de pollution de l'air dans l'agglomération lyonnaise. Ok. Sur ces 54, le plan là, actuel, entre aujourd'hui 2023 et 2027, prévoit d'en analyser 5 pour voir comment on pourrait réduire leurs émissions. Et en fait, c'est pas acceptable de se dire qu'on va se limiter à 5 évaluations de 5 sites sur 5 ans. Parce que si on va à ce rythme-là, il nous faudrait des dizaines d'années quoi, pour arriver au bout du C'est compte. pas au niveau des enjeux. Ok, d'accord, je comprends mieux. L'annulation. Donc, vous demandez à un juge d'annuler ce plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération lyonnaise. Est-ce que ça s'est déjà vu, une annulation de PPA? Alors pour l'instant, non. C'est un recours qui n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui se battent depuis la fin des années 2000, en gros, pour l'annulation de ces plans-là. Là, en moins d'1 an, on est dans une phase en fait de renouvellement de ces plans-là, puisque du coup, c'est valable 5 ans. Et donc là, en C'est ce tous les 5 moment, ans, ils en toutes les renouvellent. préfectures en France sont en train de les renouveler. Là, en moins d'1 an, on est le 4e recours qui demande l'annulation de ce plan-là. Après, Ok. donc l'année dernière, Nice, Marseille par des collectifs citoyens et la ville de Grenoble qui a demandé l'annulation de son plan fin février. Et donc, en fait, ça montre vraiment que le recours lyonnais, là, ce dont on parle, Lyon, ça a la particularité d'être une zone très polluée, mais c'est pas une exception, quoi. C'est vraiment symptomatique de tout ce qui va pas dans l'action, enfin, du coup, dans le manque d'action de l'État sur le sujet de la pollution de l'air. Ça changerait quoi si vous obteniez l'annulation du PPA par la justice? Qu'est-ce que ça changerait? Eh ben, on espère justement que ça permettrait déjà de rouvrir un débat contentieux. Donc, entre nous et la préfecture, ça va nous permettre d'exposer des arguments, de montrer que l'action, elle est possible sur la pollution de l'air, parce que ça, c'est un discours qui peut être assez insupportable d'entendre on fait déjà ce qu'on peut, c'est compliqué d'agir et tout. Non, les solutions, elles sont connues. Donc d'ouvrir ce débat-là aussi avec les citoyens et du coup, in fine, d'obtenir une version réellement protectrice de ce plan-là, quoi. Parce que les plans, en l'occurrence, ils sont construits comment? Tu l'as dit, c'est l'État, donc c'est bien la préfecture, sous la responsabilité du gouvernement dans les territoires. Et je ne sais pas, est-ce que les collectivités, les citoyens sont associés à la construction de ces plans, Tony? Oui, il y a des processus en fait de consultation, de concertation, mais enfin, c'est souvent un peu la même chose dès qu'il y a ce type de processus. Pour les PPA comme pour plein d'autres choses, quand on parle des PLU, de choses comme ça, enfin, il n'y a quand même pas grand monde qui y va. Le grand public n'est pas forcément intéressé dans le sens qu'il ne comprend pas forcément les enjeux qu'on leur présente. Et les collectivités, de toute façon, quand même, elles pourraient donner un avis qui serait peut-être négatif. Le préfet, il sortira quand même son plan. Et par exemple, pour prolonger ce que tu dis, Tony, sur ce projet-là de plan à Lyon, 1/3 des avis, donc de toute la phase consultative, de collectivités, d'assos et tout, 1/3 des avis étaient défavorables ou avec réserve. Et il a quand même été adopté. Donc c'est pas un truc consensuel, les PPA, déjà quand ils sont adoptés. Et donc donc c'est ce que tu expliques, Emma, c'est que les contester dans la justice, ça vous permet d'ouvrir éventuellement un système contentieux pour forcer la préfecture à se justifier, pour apporter des éléments et vous contre-argumenter à ce moment. Ok, je comprends mieux. Et je pense, si je peux juste ajouter, je pense que surtout ce sera un signal politique aussi. Parce que là, ça veut dire que concrètement, les préfets, c'est quand même l'émanation du gouvernement. Donc là, on leur dit en fait, arrêtez de ne pas être à la hauteur des enjeux et maintenant faites des plans qui soient réellement ambitieux. C'est vrai que si la justice administrative se met à sanctionner les PPA dans plusieurs agglomérations, ça remonte forcément à Paris au gouvernement qui est
obligé d'agir. Enfin là, il faut faire quelque Bah, chose, parce Bien qu'on sûr. ne peut pas ne pas avoir de PPA. Donc il Tout à faut en fait. refaire un, qui passe les fourches codines de la justice si elle est saisie à nouveau. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les PPA soient mieux? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre dedans? C'est qu'une question de curseur, d'enjeu? C'est quoi? C'est du pognon? C'est de la volonté politique? C'est quoi? C'est un peu tout ça, mais oui, beaucoup de volonté politique. Et donc, en Ok. fait, une fois qu'on parle de volonté politique, on parle de moyens. Donc, nous, on a, par exemple, on a joué le jeu, on s'est un peu prêté au truc de se dire, à partir du plan là, existant qu'ils ont adopté en novembre dernier, quelles mesures on peut retravailler pour aller vers une version qui serait satisfaisante. Et donc, par exemple, sur l'exemple que je te donnais là sur les industries, bah, au lieu de se dire qu'on va faire 5 industries en 5 ans, bah, d'en faire, je sais pas, au moins 5 par an, tu vois, et d'accélérer le rythme. Et ça, c'est une question de moyens. Et de se dire, OK, bah, on va faire les efforts pour aller plus vite et rehausser un peu le truc. Et là, ce qu'on dit, c'est pas des mesures utopiques qui sont hyper idéalistes ou même hyper révolutionnaires, quoi. Tu vois, on parle du modèle existant et on travaille un peu là-dessus. Je vois que dans le chat, il y en a pas mal qui parlent des zones à faible émission, les fameuses ZFE fameuses. dont on parle beaucoup en ce moment. C'est censé ça aussi être un outil pour lutter contre la pollution aussi atmosphérique. Oui. Non, mais c'est Pourquoi le tu gros parles? débat du moment, les ZFE. Oui, c'est vrai. Non, mais les ZFE, en tout cas, c'est aujourd'hui le bras armé du gouvernement. Il s'est revendiqué, hein, d'ailleurs, de la France. C'est leur stratégie pour améliorer la qualité de l'air et aussi pouvoir rendre des comptes auprès de l'Europe parce qu'on doit respecter les normes européennes. Et en soi, la ZFE, de base, est une bonne idée. On met des restrictions sur des véhicules polluants pour réduire globalement le trafic routier et faire en sorte que les véhicules les plus polluants ne puissent pas accéder. Après, il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, les ZFE, dans leur forme actuelle, Mm. il y a des dysfonctionnements qu'il faudrait corriger. Et c'est pour ça que ça suscite aussi de la résistance Ouais. socialement. Pour pour Vas-y, Emma, ouais. prolonger ce que dit Tony, c'est que les ZFE, en fait, c'est encore une fois hyper symptomatique du manque de vision politique et de planification de l'État. Ça fait des années qu'il sait qu'il va avoir ce problème à gérer. Ils n'arrêtent pas de Il dire a qu'ils vont construit planifier. aucune alternative en fait de mobilité et que du coup, bah, forcément, et c'est absolument normal que du coup il y ait d'énormes réticences aujourd'hui. Mais en fait, vraiment là, l'État ne peut s'en prendre qu'à lui-même, quoi. Les ZFE, c'est aussi argumenté par le gouvernement pour respecter les engagements de l'accord de Paris sur les émissions de gaz à effet de serre. Qualité de l'air, lutte contre le réchauffement climatique, même combat, Alors, Tony? aujourd'hui, oui, de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on a un polluant qui s'appelle l'ozone, qui est aussi un gaz à effet de serre. Et donc, D'accord. ce qu'on voit, c'est qu'avec le réchauffement climatique, ça renforce l'ozone donc en termes d'émissions de polluants. Et donc, l'ozone est aussi très irritant pour les voies respiratoires, avec les problèmes respiratoires que ça crée derrière. Et donc, si on lutte contre le réchauffement climatique, on lutte aussi contre les émissions d'ozone. Et donc, du coup, on contribue aussi à la santé et à la planète. Est-ce qu'il y a d'autres instruments que les PPA dans les territoires pour lutter là-dessus? Je ne me rends pas compte. Les collectivités peuvent agir de leur côté, je ne sais pas. Bah, Emma? tu parlais des ZFE, par exemple, la C'est un exemple. ZFE, elle est mise en place par Lyon, la métropole lyonnaise. Mm. Donc, les collectivités, elles ont effectivement des outils. Un autre exemple, c'est par exemple sur les foyers ouverts, donc le chauffage, les cheminées, tout ça. Bon, il y a des outils, mais en fait, tous ces outils-là, y compris la ZFE, les foyers ouverts, tout ça, ça rentre dans le cadre de ce plan de protection de l'atmosphère. Donc, c'est ce plan qui est censé être quand même l'étape D'accord. un peu supérieure de planification globale de tout ça et censé mettre les objectifs, les calendriers. Aujourd'hui, tu n'as aucun objectif chiffré, les calendriers sont hyper éloignés. Enfin, c'est... Pour soutenir votre campagne, donc pour un droit à respirer, vous avez lancé une pétition. On a l'image d'ailleurs de la pétition qu'on peut afficher. C'est quoi cette pétition? Vous vous adressez à qui avec cette pétition, Emma? Ouais, alors ça fait un peu old school de faire une pétition encore, mais donc il faut vraiment bien comprendre à quoi ça va nous servir. C'est-à-dire que donc cette pétition, elle est adressée du coup aux préfets-préfètes français, donc les personnes qui sont censées adopter les plans de protection de l'atmosphère. Et ce qui se passe, c'est que nous, dans les prochains mois, on va aller justement voir des collectivités, des collectifs citoyens dans ces autres endroits qui vont du coup adopter de nouveaux PPA. Pour aller les convaincre de s'engager dans la même action. Et donc leur dire, vous pouvez exiger par ce moyen-là, donc d'un recours juridique, vous pouvez exiger un plan vraiment protecteur. Sauf qu'il faut s'imaginer que quand Tony ou moi, on va aller voir les cabinets de ces mairies ou peu importe, bon, bah, c'est un peu nous vs eux, quoi. Et de montrer qu'en fait, les citoyens se saisissent du sujet et que c'est pas... C'est pour ça que l'État agit pas forcément aussi, c'est que
bon, bah, tout le monde accepte plus ou moins la situation et qui ne se dit pas qu'il a une pression citoyenne derrière. De fait qu'on ait cette pétition et qu'elle soit soutenue par un grand nombre de personnes, ben, ça nous permettra de justement aller dire ensuite que c'est important de s'engager et de ne pas laisser ce truc administratif couler, quoi. Il y a les modérateurs qui vous mettent le lien dans le chat si vous voulez lire cette pétition et la signer, pourquoi pas. Vous aurez également le lien qui sera dans la description sur YouTube pour la retrouver. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de la part de l'État? Est-ce que vous avez eu des interactions au niveau ministère, au niveau Parlement? Est-ce que vous sentez que ça bouge ou on est encore qu'au tout début de la campagne, là, vous venez de la lancer? Ouais, on l'a lancé donc vendredi dernier. Sur notre action, on n'a pas eu de retour ni de l'État, voilà. L'État est au courant de la situation, hein, parce qu'il faut dire quand même que l'État s'est déjà fait condamner pour son inaction globale sur la pollution de l'air dès 2017 et qu'il y a eu encore une décision là en octobre 2022. Donc l'État est très au courant de ce qui se passe. Et en fait, l'État se fait condamner. Derrière, il n'utilise pas les outils qui sont à sa disposition. Donc il y a un gros décalage. Donc non, nous, on n'a pas de retour de l'État pour le moment. Bon. Mais en tout cas, voilà, donc ça permet de dire à tout le monde que vous avez en gros 2 bonnes actions à faire ce soir. Faire un don à Baxit et aller signer la pétition. C'est une très bonne idée. En plus, Et c'est la gratuit de signer la partager, pétition. n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à la partager aussi. Je voulais parler de vos engagements à tous les deux, parce que voilà, vous nous parlez depuis tout à l'heure, vous êtes tous les deux voilà, des militants associatifs, vous êtes engagés en faveur de la qualité de l'air, la lutte contre le réchauffement climatique. Ça a été quoi votre parcours personnel pour arriver vers l'engagement, Tony? Comment tu t'es retrouvé à diriger Respire? Alors, surtout, comment je suis arrivé dans la qualité de l'air? Parce que Bah donc, ouais. au départ, moi, avant, je travaillais dans le conseil, donc qui n'a pas bonne presse en ce moment, les méchants Ça consultants. arrive à des gens. Donc, j'en faisais partie, mais j'étais dans le secteur public. Et en fait, j'ai fait un master spécialisé en prévention et gestion territoriale des risques à l'ENA. Et mon sujet de thèse professionnelle était sur la qualité de l'air. D'accord. Donc, au départ, je n'y connaissais rien. Et finalement, j'ai découvert le sujet, le fait que ça soit un sujet très sanitaire et qu'on ait vraiment une vraie emprise sur quelque chose qui peut faire évoluer aussi des mentalités et des actions. Ça m'a passionné. Donc, j'ai adhéré à l'association Respire qui existe depuis 2011. Donc, ça, c'était vers 2017-2018. Et puis, je m'entendais bien avec le directeur de l'époque. Et quand lui est parti pour d'autres occupations, j'ai pris la succession du poste en novembre 2021. D'accord, ok. 2021, c'est ça. Oui. Donc toi, c'est via tes études que tu as découvert le problème, Exactement. le scandale de la qualité de l'air et que tu as décidé de Mais t'engager. ceci dit, ce qui a attiré mon attention quand même sur ce sujet, c'est qu'on avait eu 2 gros pics de pollution à Paris en 2014 et 2015, où on voyait même plus la Tour Eiffel, donc ça avait fait beaucoup de bruit en Je m'en plus souviens. à l'époque. Et finalement, c'est quand ça devient visible aussi, enfin visible en tout cas pour nous, que les gens commencent à se dire « Ah oui, il y a quand même un problème ». Et toi, Emma, ça a été quoi ton parcours? Comment tu t'es engagée dans notre affaire à tous? Je pense que comme beaucoup de gens, on est exposé à plein d'infos sur le réchauffement climatique, les impacts, tout ça. Donc moi, j'apprenais plein de trucs là-dessus, sur les réseaux sociaux principalement, quoi. Et en fait, il y a juste un moment où ça devient trop à juste porter et à mettre dans un coin de ta tête alors que tu continues ta vie comme ça, quoi. Et donc, du coup, j'ai voulu faire converger ça avec mon engagement associatif que j'avais déjà un peu à ce moment-là. Et donc, je suis tombée sur l'asso Notre Affaire à tous. En fait, c'est un mode d'action qui me parle beaucoup d'utiliser le droit pour faire avancer ces sujets-là parce que c'est un outil qu'on a là maintenant à notre disposition pour obtenir des décisions. Et donc, ça m'a... Et puis, bon, aussi, j'ai rencontré des gens trop cool par mon engagement. Et en fait, tu te construis un collectif où tu as une énergie fixée sur un projet que tu penses d'intérêt général et tout, que tu trouves nulle part ailleurs, quoi. Ouais. Donc, voilà, moi, aujourd'hui, je ne me vois rien faire d'autre, en gros, que ça. Mais c'est un engagement qui est vraiment hyper épanouissant, quoi. Du coup, pour repréciser, qu'est-ce que vous faites chacun et chacune dans votre association? Toi, tu diriges cette association aujourd'hui? C'est ça, directeur général de l'association. On a 2500 adhérents, on est 2 permanents aujourd'hui. Et du coup, entre autres des campagnes, j'ai aussi appris à gérer une organisation, gérer un budget, faire de l'administratif. Voilà, c'est pas les choses les plus drôles, mais heureusement qu'à côté, il y a des campagnes sur les rues aux écoles. Mais tu es salarié, donc Je suis de l'association, salarié, ouais, à temps mais plein. c'est un boulot engagé quand même. Mais c'est ça qui est passionnant, Bah c'est oui. que j'ai trouvé du C'est les sens dans ma meilleurs, carrière. ouais, bien sûr. Emma, toi, qu'est-ce que tu fais au sein de Notre Affaire à tous? Mais du coup, donc moi, je viens du groupe local lyonnais. Donc, j'avais vraiment ce truc Que tu présides de aujourd'hui. groupe local. Voilà, je le préside depuis quelques temps, mais ça faisait 2 ans que j'étais bénévole. Et en fait, où on construit des campagnes tous ensemble. Donc, notre première campagne qui court toujours sur les risques industriels, les pollutions chimiques au sud-est de Lyon. Donc, des sujets toujours un peu liés santé-environnement, mais hyper intéressants.
Et donc, du coup, c'est beaucoup de la coordination, de l'accueil des bénévoles, de voir comment chacun veut s'investir, tout ça. Pareil, la gestion administrative, on y passe un peu tous, surtout quand on n'est pas juriste comme moi. Mais du coup, des sujets trop cool. Et donc, depuis quelques mois en plus, j'ai rejoint la coordination nationale, où je m'occupe notamment en ce moment de la vie associative. Donc, non, mais tu l'as dit, tu n'es pas juriste et pourtant aujourd'hui tu te retrouves à porter plainte contre l'État. Comme quoi. Ouais. Comme quoi. Non, mais justement, tu l'as dit un peu rapidement tout à l'heure, Emma, mais c'est vrai que le mouvement climat est probablement au cours de ces dernières années un des plus gros facteurs de mobilisation des jeunes en faveur de l'environnement. Est-ce que vous voyez une évolution dans vos organisations? Est-ce que les jeunes vous rejoignent ou est-ce que, parce que vous savez, on parle beaucoup des corps intermédiaires en disant les jeunes, ils n'aiment pas trop les assos, etc. Comment est-ce que vous voyez, est-ce que les jeunes rejoignent vos assos? Alors, mais je pense que c'est un peu différent dans le combat contre le climat et la pollution de l'air. Honnêtement, sur la pollution de l'air, il n'y a pas énormément de jeunes qui, je trouve, nous rejoignent ou s'y intéressent. Bizarrement, je pense que c'est beaucoup plus mobilisateur sur les questions climatiques. Et nous, c'est plus les parents. C'est vraiment, du coup, plutôt des trentenaires, quarantenaires, ou même parfois plus âgés, parce qu'ils pensent à leurs petits-enfants aussi. Mais c'est plus, du coup, les adultes qui viennent aussi, soit parce qu'ils s'y intéressent ou ils sont victimes, je ne sais pas. Mais c'est vraiment le prisme des enfants, de leurs enfants, qui fait qu'ils vont s'intéresser et se mobiliser. Mais ce n'est pas tellement les jeunes sur la pollution de l'air, je trouve. C'est très bien, c'est très bien de se mobiliser. Non, mais ça peut encore changer. Ça peut changer, allez les jeunes. Et toi, du coup, à notre affaire à tous, c'est vrai que notre affaire à tous, on se souvient, la plus grande pétition de l'histoire en France, c'est un truc qui a été très mobilisateur pour les jeunes. Est-ce que ça s'est transformé derrière en engagement? Est-ce que des jeunes vous ont rejoint, sont rentrés dans des groupes d'action? C'est même hyper visible parce que on va dire qu'il y a quand même une grosse base de gens qui sont déjà avocats, avocates, juristes, etc. Mais là, par exemple, à Lyon, donc le groupe local a été créé par des profils plutôt comme ça, qui étaient déjà dans la vie pro, en gros. Et en fait, là, depuis 2 ans, il y a plein d'étudiants, notamment d'étudiants en droit, mais pas que, qui nous rejoignent parce que justement, ce mode d'action leur parle, que ils ont envie d'agir de cette manière-là. Et du coup, je passe un petit appel aussi que, en fait, c'est là le mode d'action dont on parle aujourd'hui, d'attaquer un plan de protection de l'atmosphère. Nous, on va donc accompagner des collectifs citoyens, des collectivités à ça dans les prochains mois. Si jamais vous êtes concerné, vous vivez sous un plan de protection de l'atmosphère, ça concerne 50% des gens en France. Donc, il y en a forcément là qui regardent l'émission. N'hésitez pas à nous écrire pour, du coup, vous aussi commencer cette action-là. Donc, signer la pétition, c'est un premier pas qui est déjà trop cool et qui nous aidera beaucoup, mais vous pouvez faire aussi selon ce qui vous parle encore plus. Donc on récapitule, s'il y a des messages à faire passer, la campagne pour un droit à respirer, une pétition à signer, des informations à retrouver sur vos sites internet, Notre Affaire à tous, Respire, l'ensemble des associations de cette campagne, c'est pas les deux seuls. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tu l'as dit, allez consulter son plan de protection de l'atmosphère chez vous, allez-y, allez checker sur internet, allez regarder ce qui se passe. Renseignez-vous aussi sur ce qui existe au niveau local, il y a peut-être des groupes locaux qui sont déjà en train de travailler dessus. Vous pouvez en créer un aussi, je suppose, non? Bien sûr, toutes les volontés sont bienvenues. Et puis, on parle de Respire, Notre Affaire à tous. Comme tu as dit, on était avec d'autres assos sur cette campagne. Et du coup, je vais les remercier quand même. France Nature Environnement Rhône, Génération Future et La Rue est à nous. Mais donc voilà, il y a plein d'assos qui ont plein de modes d'action différents. Et en fait, même si ce que vous kiffez, c'est faire la cuisine, en fait, il faut faire vivre des lieux associatifs et ça aidera forcément le mouvement. Donc, en fait, et si vous êtes plutôt dans le côté artistique, ça aidera aussi. En fait, on peut s'engager de toutes les manières différentes, quoi. Et sur toutes les disponibilités, selon vos rythmes aussi. Voilà. Mais en gros, n'hésitez vraiment pas à rejoindre des groupes locaux, des assos et tout, parce que c'est une expérience déjà qui est trop cool personnellement, mais au-delà de ça, c'est aussi hyper important. Tony, on retrouve l'association Respire sur Internet, tous les réseaux sociaux qui vont bien. Tu l'as dit, spécialisé aussi dans la cartographie. C'est aussi très intéressant de savoir la qualité de l'air que l'on respire soi-même. Donc, c'est une bonne raison d'aller sur le site Internet. On vous retrouve où ça? Où est-ce qu'on peut vous rejoindre aussi? Exactement. Mais alors, on a besoin d'ailleurs aussi de sympathisants, de militants, de donateurs aussi. Nous aussi, on a besoin de dons, j'aimerais quand même aussi le dire. Non, tu as le droit, je t'en prie. Et donc, on a aussi un site internet, on est aussi sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram, Association Respire, on est sur Twitter, Respire Asso, Facebook également. Un peu Twitch, je sais pas. Je vous le souhaite. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que ce Before de Backseat était sponsorisé par l'ensemble des organisations de cette campagne pour un droit à respirer. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, merci à vous. On va se retrouver après un générique pour le début de notre émission Backseat. À tout de suite.